À Thanksgiving, ma mère a servi le dîner à 30 membres de la famille, puis elle m'a fait manger sur la véranda, dans le froid. Ma mère a verrouillé la porte derrière moi. Les chiens mangent dehors. Mon père avait déjà jeté ma veste. Les cochons n'ont pas besoin de manteau. Ma sœur regardait par la fenêtre et riait. Il le fait vraiment. Ils ont même dit à tout le monde que j'avais une maladie contagieuse pour que personne ne s'approche de moi. J'ai juste souri. Une semaine plus tard, quand je suis arrivé, le visage de ma mère est devenu blême. Je m'appelle Anna Mercé. J'ai 28 ans et je travaille comme experte en sinistre pour une compagnie d'assurance automobile régionale près de Pittsburgh, ce qui signifie que je passe la majeure partie de ma journée à écouter les gens expliquer pourquoi quelque chose n'était pas de leur faute. C'est peut-être pour cela que je suis resté si calme lorsque ma propre famille a essayé de transformer Thanksgiving en une punition publique. Il y avait 28 membres de la famille dans la maison ce soir-là. De la dinde sur la table, de la farce dans des plats en verre, du football à la télévision, tout le monde riant comme si c'était le genre de famille que les gens prennent en photo et publient en ligne. Puis ma mère m'a tendu une assiette et m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à table. Pas sur le ton de la plaisanterie, pas d'un air embarrassé. Elle a montré la véranda arrière et m'a dit de manger dehors. Il faisait 37 degrés. Mon manteau d'hiver avait déjà disparu parce que mon beau-père me l'avait pris à la porte et l'avait jeté dans la poubelle du garage, en disant que les cochons n'avaient pas besoin de manteau car ils produisaient leur propre chaleur. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle le corrige, attendant ne serait-ce qu'une seconde de honte sur son visage. Rien. Elle a juste baissé la voix et m'a dit de ne pas faire de scène devant tout le monde. Alors, j'ai pris l'assiette. Je suis sorti sur la véranda et à la seconde où j'ai mis le pied dehors, j'ai entendu le clic de la serrure derrière moi. À travers la porte vitrée, ma sœur cadette a levé son téléphone et a commencé à enregistrer. Elle riait si fort qu'elle avait une main sur la bouche. Je pouvais encore l'entendre à travers la fenêtre. Elle le fait vraiment. Puis quelqu'un à l'intérieur a dit « Les chiens mangent dehors ». Et la pièce a ri comme si je n'étais pas là, debout, avec une serviette en papier tremblant dans ma main. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une semaine plus tard, je reviendrai dans la vie de cette même famille avec la seule chose sur laquelle il comptait depuis 15 ans. Et quand ma mère m'a vu, son visage est devenu complètement blême. Avant de vous dire ce qui s'est passé après que cette porte verrouillée a cliqué derrière moi, dites-moi ceci. Si votre propre famille vous faisait manger dehors à Thanksgiving, leur pardonneriez-vous ou attendriez-vous tranquillement que la vérité ait enfin une chance de s'exprimer? Ce Thanksgiving n'est pas sorti de nulle part. Ce n'était pas une mauvaise soirée, une blague cruelle qui est allée trop loin, ou un malentendu que tout le monde pourrait expliquer par la suite. C'était le genre de moment qui n'arrive qu'après que les gens ont passé des années à s'enseigner que vos sentiments ne comptent pas. Ma mère m'a eu à 19 ans. Mon père biologique a disparu si tôt dans ma vie que je n'ai aucun souvenir réel de lui. Seulement quelques histoires floues que ma mère racontait chaque fois qu'elle voulait que je me sente reconnaissante d'avoir été élevée tout court. Quand j'avais 4 ans, elle a épousé l'homme que l'on m'a dit d'appeler papa. Elle disait que cela nous ferait sentir comme une vraie famille. Mais la vérité, c'est que l'appeler papa ne l'a jamais amené à me traiter comme sa fille. Cela lui a seulement donné un autre mot à utiliser contre moi quand il voulait me rappeler que j'avais de la chance qu'il me permette de vivre sous son toit. 2 ans plus tard, ma petite sœur est née. Et c'est là que la ligne de démarcation dans la maison est devenue impossible à ignorer. Elle était sa vraie fille. J'étais le vieux problème que ma mère avait apporté avec elle. Elle a eu la chambre avec le tapis doux et les meubles peints. J'ai dormi pendant des années dans une buanderie aménagée où le sèche-linge faisait trembler le mur chaque fois que quelqu'un faisait tourner des serviettes la nuit. Elle a eu des cours de danse, de nouveaux manteaux, des photos d'école et des cadres assortis. Je recevais ce qui restait après que tout le monde ait déjà été pris en charge. Si je demandais quelque chose, même petit, il regardait ma mère et disait « Voilà ce qui arrive quand on apporte des bagages dans un mariage ». Ma mère n'a jamais aimé ce mot, bagage, mais elle ne lui a jamais dit d'arrêter de l'utiliser non plus. C'était son schéma. Elle ne participait pas toujours, mais elle créait le silence qui lui permettait de continuer en toute sécurité. Quand j'avais 10 ans, j'ai appris à ne pas demander pourquoi ma sœur avait des fêtes d'anniversaire et moi un cupcake de supermarché après le dîner. Quand j'avais 13 ans, j'ai appris à ne plus attendre que quelqu'un remarque quand j'étais exclu des photos de famille parce qu'il disait que ça faisait plus propre avec juste les 4. Quand j'avais 16 ans, j'ai appris que si je voulais des fournitures scolaires, une facture de téléphone ou de l'argent pour l'essence,
je devais travailler après l'école et payer moi-même. Chaque fois que j'avais l'air contrarié, ma mère disait les mêmes choses. Ne commence pas de drame. Il travaille dur. Tu sais qu'il a du mal à montrer de l'affection. Tu es assez grande pour comprendre. Je comprenais plus qu'elle ne le voulait. Je comprenais que la paix dans notre maison signifiait que tout le monde me marchait dessus pour que l'homme qu'elle avait épousé ne s'irrite pas. Je comprenais qu'être l'enfant facile signifiait en réalité être l'enfant qui avalait tout. La seule personne qui n'a jamais cru à leur version de l'histoire était ma grand-mère. Je l'appelais Graham. Elle n'avait jamais besoin de dire grand-chose. Parfois, elle regardait simplement la façon dont ma mère tendait une assiette pleine à ma sœur puis me disait d'aider dans la cuisine avant de manger. Parfois, elle me regardait à travers une pièce après que mon beau-père avait fait une blague qui n'en était pas vraiment une. Et son visage se crispait comme si elle venait de voir quelque chose de lesquels ne pouvait pas oublier. En vieillissant, je suis devenu plus proche d'elle d'une manière que je ne l'ai jamais été avec le reste d'entre eux. Je la conduisais à ses rendez-vous chez le médecin quand ma mère disait qu'elle était trop occupée. Je l'aidais à configurer des appels vidéo. Je réparais les petites choses dans son appartement en résidence assistée. Je l'appelais le dimanche matin parce qu'elle aimait parler en buvant son café. Je n'ai jamais fait ces choses parce que je voulais quelque chose d'elle. Je les ai faites parce qu'elle était la seule adulte de ma famille qui m'ait jamais regardé comme si je n'étais pas un accident pour lequel tout le monde payait encore. Alors, quand elle m'a appelé 2 semaines avant Thanksgiving et m'a dit qu'elle voulait une dernière grande fête de famille pendant qu'elle se sentait encore assez forte pour en profiter, j'ai dit oui. Je savais où le dîner aurait lieu. Je savais qui serait là. Je savais qu'il y avait de fortes chances que je regrette d'être entré dans cette maison. Mais elle avait l'air fatiguée au téléphone, plus douce que d'habitude. Et quand elle a dit « Je veux juste tous mes gens au même endroit », je n'ai pas pu lui dire non. Je n'y suis pas allé pour ma mère. Je n'y suis pas allé pour l'homme que j'avais été forcé d'appeler papa. Je n'y suis certainement pas allé pour ma sœur. J'y suis allé pour Graham. Et peut-être qu'une petite partie de moi y est allée parce que je voulais voir si, après toutes ces années, ils auraient enfin assez de honte pour ne pas m'humilier devant toute la famille. J'aurais dû mieux savoir. La maison avait l'air chaleureuse de l'extérieur. C'est le détail dont je me souviens sans cesse parce que cela ressemble presque à un piège maintenant. Une lumière dorée aux fenêtres, des voitures garées le long du trottoir, le son des rires des parents avant même que j'atteigne les marches du porche. Si un étranger était passé en voiture, il aurait pensé que c'était un parfait Thanksgiving américain. À l'intérieur, il y avait du football à la télévision, des chaises pliantes le long des murs, des enfants qui couraient dans le couloir, et l'odeur de dinde, de sauce, de farce, de patates douces et de café, tout mélangé. Je suis entré avec un manteau d'hiver noir décent. Rien de cher, juste assez chaud pour la fin novembre en Pennsylvanie. L'homme que j'appelais papa m'a regardé de haut en bas comme si j'étais arrivé coiffé d'une couronne. Il a tendu la main et m'a dit de lui donner le manteau. Je pensais qu'il allait le suspendre dans le placard de l'entrée comme une personne normale, alors je le lui ai donné. 5 minutes plus tard, il est revenu du garage en s'essuyant les mains et a dit assez fort pour que le salon entende qu'il l'avait jeté à la poubelle. Je l'ai fixé, attendant la chute de la blague. Il a souri et a dit, les cochons n'avaient pas besoin de manteau car ils produisaient leur propre chaleur. Quelques personnes ont ri parce qu'elles pensaient que c'était ce qu'elles étaient censées faire. Ma mère se tenait près de la porte de la cuisine avec un torchon à la main. Elle l'a entendu. Elle l'a absolument entendu. Elle m'a regardé une demi-seconde, puis s'est retournée vers la cuisinière. C'était le premier clic de serrure, avant même le vrai. Le dîner a pris une autre heure. J'ai aidé à disposer les cuillères de service. J'ai porté les petits pains à table. J'ai rempli les glaçons. Ma sœur flottait avec son téléphone, prenant des vidéos de la nourriture et demandant aux gens de dire bonjour à ses abonnés. Elle avait toujours été douée pour rendre la cruauté mignonne. Quand il a été temps de s'asseoir, j'ai remarqué que la table avait été arrangée avec une précision étrange. Chaque chaise avait une personne. Chaque cousin, tante, oncle, beaux-parents et enfants avaient une place. Il restait une assiette sur le comptoir. Ma mère l'a prise et me l'a tendue. Elle était déjà remplie. De la dinde d'un côté, de la farce aplatie, une petite cuillerée de sauce au canneberge glissant dans la sauce. J'ai demandé où j'étais censé m'asseoir. Elle n'a même pas fait semblant de regarder autour d'elle. Elle a dit qu'il n'y avait pas assez de place cette année,
donc je pouvais manger sur la véranda arrière pendant un petit moment. Au début, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. J'ai dit « Dehors ». Elle a baissé la voix et m'a dit de ne pas l'embarrasser devant tout le monde. Elle a dit que ce n'était que pour quelques minutes. Elle a dit que la véranda était couverte. Elle a dit que j'étais dramatique avant même que j'aie réagi. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu ma sœur qui observait, déjà souriante. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cela ne s'était pas produit par accident. Il n'y avait pas de chaise manquante. Il n'y avait pas d'erreur. Ils avaient planifié une table de Thanksgiving complète et laissé exactement une personne à l'extérieur. J'ai pris l'assiette parce que je voulais voir jusqu'où ils étaient vraiment prêts à aller. J'ai traversé la porte de la cuisine pour aller sur la véranda arrière. Le froid m'a immédiatement frappé. Il ne neigeait pas, mais l'air avait cette morsure vive et humide qui s'attaque d'abord aux doigts. Il y avait une chaise en plastique près de la balustrade et un minuscule radiateur d'appoint branché près du mur, du genre qui réchauffe à peine les chevilles si l'on s'assoit à 2 pouces de lui. Je me suis retourné pour demander si quelqu'un pouvait au moins récupérer mon manteau de la poubelle. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma mère a fermé la porte. Puis j'ai entendu la serrure. C'était un petit son, mais il a tout transpercé. Derrière la vitre, ma sœur a levé son téléphone. Elle riait si fort que ses épaules tremblaient. J'ai pu lire sur ses lèvres avant de l'entendre à travers la porte. Elle le fait vraiment. Puis elle a pointé la caméra vers moi comme si je faisais partie du divertissement. Quelqu'un à l'intérieur a dit « Les chiens mangent dehors ». Quelqu'un d'autre a ri. Je me suis assise avec l'assiette sur mes genoux. Parce que soudain, rester debout là me semblait pire. À travers la vitre, je pouvais voir les gens manger, se passer les plats, se pencher en arrière sur leurs chaises, agissant mal à l'aise, mais pas assez mal à l'aise pour se lever. Quelques parents ont jeté un coup d'œil vers moi. Un cousin a semblé vouloir dire quelque chose, mais ma mère lui a touché le bras et a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Plus tard, j'ai découvert ce qu'elle leur avait dit. Elle a dit que je me remettais de quelque chose de contagieux et que je ne voulais personne trop près de moi. Elle a fait passer mon exil pour un choix prévenant. Elle a transformé le fait d'enfermer sa fille dehors en une précaution sanitaire. Graham n'était pas à table. Elle était dans le salon de devant parce que le bruit dans la salle à manger la fatiguait. Ma mère lui avait dit que je prenais un appel professionnel dans une autre pièce et que je viendrais m'asseoir avec elle après le dîner. Ce mensonge était la seule raison pour laquelle Graham n'est pas venu me chercher. J'ai mangé lentement, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je refusais de leur donner la scène qu'ils voulaient. Mes mains étaient froides. Ma nourriture a refroidi plus vite. À un moment donné, ma sœur est revenue à la porte, a tapoté la vitre avec un ongle et a articulé « Souris ». Je l'ai fait. J'ai souri droit vers sa caméra. Non pas parce que j'étais amusé, non pas parce que je leur pardonnais. J'ai souri parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Après environ 40 minutes, ma mère a finalement ouvert la porte et a dit que je pouvais entrer pour le dessert, comme si elle m'avait fait une faveur. Je suis passé devant elle sans répondre. J'ai trouvé Graham dans le salon sous une couverture tricotée. Elle m'a pris la main et a froncé les sourcils parce que mes doigts étaient gelés. Elle m'a demandé pourquoi j'avais si froid. Je lui ai dit que le chauffage de ma voiture avait des problèmes. Je détestais lui mentir, mais je détestais encore plus l'idée de lui briser le cœur dans cette pièce. Ma sœur a posté la vidéo ce soir-là, pas publiquement au début, juste à ses amis proches sur Instagram et dans un groupe de discussion familiale avec une légende sur le divertissement de Thanksgiving. Une personne l'a enregistré et me l'a envoyé avec un message qui disait « S'il te plaît, dis-moi que c'était une mise en scène ». Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé la vidéo. J'ai sauvegardé la légende. J'ai sauvegardé les messages. Ils avaient passé des années à me traiter de trop sensible, de dramatique, d'ingrate, d'impossible. Pour la première fois, ils m'avaient donné des preuves avec leur propre voix, leur propre rire et leur propre porte verrouillée. Voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait pendant que j'étais assis sur cette véranda avec de la sauce froide dans mon assiette. 3 ans avant ce Thanksgiving, Graham m'avait demandé de la conduire à un rendez-vous dont elle ne voulait pas que ma mère soit au courant. Je pensais que c'était médical. Ce n'était pas le cas. C'était avec un avocat spécialisé en succession. Elle avait déjà pris sa décision quand je suis arrivé. Elle me l'a dit sur le parking après, assise sur le siège passager avec ses 2 mains serrant son sac à main,
qu'elle avait changé son testament. Je me souviens avoir dit qu'elle n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit de privé. Elle a dit, non, ma chérie. Tu dois savoir parce que le moment venu, ils vont te faire sentir comme une voleuse. Puis elle m'a dit qu'elle me léguait la maison. Pas n'importe quelle maison. La maison dans laquelle ma mère et mon beau-père vivaient sans payer de loyer depuis 15 ans. La maison que tout le monde dans la famille considérait comme la leur parce qu'ils avaient répété ce mensonge si souvent que cela commençait à ressembler à la vérité. Graham en était l'unique propriétaire. Après avoir déménagé en résidence assistée, elle les a laissés y rester parce que ma mère disait que cela permettrait d'entretenir la maison et de la garder près de la famille. Au début, Graham y a cru. Puis, au fil des ans, elle a commencé à réaliser qu'ils ne préservaient pas sa maison. Ils attendaient qu'elle meure à l'intérieur de leur plan. La maison valait environ 345 000 $, peut-être plus selon le marché. Graham avait aussi un petit compte d'épargne mis de côté pour les réparations. Rien d'énorme, mais assez pour repeindre, remplacer les vieux luminaires et rendre l'endroit vivable après leur départ. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'accepter. Elle a semblé presque en colère quand j'ai dit ça. Pas en colère contre moi, en colère contre le monde qui m'avait appris à refuser d'être protégé. Elle a dit qu'elle en avait assez vu. Elle avait vu ma sœur assise sur le canapé pendant que je débarrassais les plats des fêtes. Elle avait vu ma mère s'attribuer le mérite de cadeaux que Graham m'envoyait. Puis, d'une manière ou d'une autre, les cadeaux ne m'atteignaient jamais. Elle avait entendu mon beau-père dire aux gens que je n'étais pas vraiment sa responsabilité tout en mangeant dans une maison qui ne lui appartenait pas. Elle a dit que me léguer la maison n'était pas de la charité. C'était une correction. C'était la seule façon pour elle de me défendre encore avec quelque chose de plus fort que des mots. Je lui ai promis de ne rien dire à moins qu'elle ne le veuille. Pendant 3 ans, j'ai porté ce secret pendant que mon beau-père parlait de la maison comme si elle lui appartenait déjà. Il se vantait au barbecue d'ouvrir un jour la cuisine. Il parlait de refinancer son camion parce qu'ils avaient de l'immobilier à venir. Ma mère commandait des meubles qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre parce que, comme elle l'a dit une fois quand elle pensait que je n'écoutais pas, une fois que la maison sera à nous, les choses se détendront. Ils faisaient des choix basés sur un avenir qu'ils avaient inventé. Ils n'épargnaient pas. Ils ne planifiaient pas. Ils ne traitaient pas Graham avec une réelle tendresse. Ils la traitaient comme une boîte fermée à clé dont ils étaient sûrs que la clé finirait par tomber entre leurs mains. Une semaine après Thanksgiving, Graham a fait une petite chute à la résidence assistée. Elle ne s'est rien cassé, mais cela l'a effrayé. Son médecin lui a dit gentiment qu'il était peut-être temps de s'assurer que ses affaires étaient clairement communiquées. Graham a pris cela au sérieux. Elle a convoqué une réunion de famille. Je le savais parce qu'elle m'a appelé la veille au soir et m'a dit, je vais leur dire. Je lui ai demandé si elle voulait que je sois là. Elle a dit non. Elle a dit que si je venais, il transformerait cela en une dispute avec moi au lieu de l'écouter. Alors je suis resté à la maison. J'ai fait du café. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai attendu. Le premier appel est arrivé moins d'1 heure après le début de la réunion. Puis un autre. Puis 6 de plus. Puis des textos de parents qui n'avaient pas pris de mes nouvelles depuis des années. Ma mère a appelé encore et encore, laissant des messages vocaux qui commençaient doucement et devenaient vifs. Mon beau-père a envoyé un seul message qui disait « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire ». Ma sœur a envoyé « Que as-tu dit à Graham, espèce de psychopathe ?» Je n'ai pas répondu. Aucun d'entre eux n'avait appelé après Thanksgiving pour demander si j'allais bien. Aucun ne s'était excusé pour la véranda, le manteau, le mensonge contagieux, la vidéo. Mais à la seconde où ils ont découvert que la maison n'était pas à eux, mon téléphone est soudainement devenu l'objet le plus important de leur vie. Je suis resté assise là, à regarder leurs noms apparaître sur l'écran les uns après les autres. Et pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait avoir un moyen de pression. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était silencieux. C'était moi choisissant de ne pas décrocher pendant qu'ils devaient enfin se demander ce que j'allais faire ensuite. J'ai attendu 3 jours avant d'accepter de rencontrer ma mère. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais qu'elle comprenne quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à comprendre auparavant. Elle n'avait plus le contrôle du timing. Elle a texté que nous devions parler en famille. J'ai répondu que je la rencontrerais seule dans un café près de mon bureau. Pas de mari, pas de fille, pas de public surprise.
Si quelqu'un d'autre se présentait, je partirais. Elle a qualifié cela de cruel. J'ai qualifié cela de limite. Elle est arrivée avec 10 minutes de retard, arborant la même expression blessée qu'elle utilisait chaque fois que quelqu'un attendait d'elle qu'elle assume ses responsabilités. Avant même qu'elle ne s'assoie, je pouvais dire qu'elle n'était pas venue pour s'excuser. Elle était venue pour négocier le coût de mon silence. La première chose qu'elle a dite, c'est que Graham ne pensait pas clairement. Pas « je suis désolé de t'avoir enfermé dehors ». Pas « j'aurais dû les arrêter ». Pas « ce qui s'est passé à Thanksgiving était mal ». Elle a dit que ma grand-mère était vieille, émotive et facilement influençable. Elle a dit que j'avais toujours su comment apitoyer les gens sur mon sort. Je l'ai laissé parler. C'est quelque chose que mon travail m'avait appris aussi. Les gens en révèlent plus quand ils pensent qu'ils sont en train de gagner. Elle a dit que mon beau-père avait entretenu cette maison pendant 15 ans. Elle a dit qu'ils avaient peint des pièces, réparé la plomberie, remplacé des appareils électroménagers, déneigé, payé les factures, en avaient fait un foyer. Elle a dit que j'avais déménagé et construit ma propre vie, donc c'était égoïste de leur enlever la seule stabilité qui leur restait. Je lui ai demandé si elle s'entendait parler. Elle a cligné des yeux comme si la question la déconcertait. J'ai dit, tu es assise ici à me dire que je devrais me soucier de la stabilité des personnes qui m'ont enfermée dehors en novembre et ont dit à tout le monde que j'étais contagieuse. Sa bouche s'est crispée. Elle a dit que l'histoire de Thanksgiving prenait des proportions démesurées. Il n'y avait pas eu assez de place. La véranda était censée être temporaire. Les choses se sont bousculées. Tout le monde était stressé. Elle a dit, je savais comment étaient les fêtes. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. J'ai lancé la vidéo que ma sœur avait enregistrée. Le café était bruyant, mais pas assez pour couvrir le son des rires à travers la porte vitrée. Ma mère s'est vue bouger en arrière-plan, a vu ma sœur me pointer du doigt, a vu mon visage à travers la fenêtre pendant que quelqu'un à l'intérieur disait « Les chiens mangent dehors ». J'ai mis la vidéo en pause et lui ai demandé quelle partie de cela était temporaire. Elle a détourné le regard. Puis elle a dit, ma sœur n'aurait pas dû la publier. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu de faute de sa part, non pas qu'il l'avait fait, mais que quelqu'un l'avait documenté. Je lui ai dit que c'était la différence entre nous. Elle était embarrassée que cela ait été vu. J'étais dégoûté que cela soit arrivé. Son visage a changé. Puis la voix douce a disparu. Elle s'est penchée en avant et a dit que je ne comprenais pas ce que je faisais à la famille. Elle a dit que Graham nous aimait tous et ne voudrait jamais que la maison déchire tout le monde. Elle a dit qu'il devait y avoir une solution juste. J'ai demandé ce que signifiait juste. Elle a dit que je pourrais peut-être vendre la maison et diviser l'argent, ou les laisser continuer à y vivre jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose, ou signer quelque chose pour qu'ils reçoivent une plus grande partie parce qu'ils avaient tellement investi dans la propriété. La voilà, la vraie raison de la réunion. Pas l'amour, pas le regret, pas la guérison familiale. Une maison, de l'argent, le contrôle. Je lui ai dit non. Un seul mot. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. J'ai dit que Graham avait pris sa décision avec un avocat, et que le moment venu, je la suivrais exactement. Ma mère a dit que j'agissais froidement. Je lui ai dit que le froid, c'était de manger le dîner de Thanksgiving dehors sans manteau, pendant que votre mère est assise à l'intérieur en faisant semblant de ne pas remarquer. Elle a murmuré que j'allais regretter de leur avoir tourné le dos. J'ai demandé si c'était une menace. Elle a dit que c'était un avertissement. Puis elle a dit qu'elle avait peut-être besoin d'avoir une conversation privée avec Graham, de mère à mère, sur le fait que j'avais toujours été dramatique, que je déformais les choses, que je n'étais peut-être pas la bonne personne pour gérer quoi que ce soit d'important. J'ai failli rire. Pendant 26 ans, j'avais attendu que ma mère me défende. Maintenant, elle me disait ouvertement qu'elle pourrait mentir à une vieille femme malade pour lui enlever la seule protection que cette femme m'ait jamais donnée. Je me suis levé. Je lui ai dit que si elle essayait de manipuler Graham, je m'assurerais que chaque personne de la famille voit la vidéo de Thanksgiving. Pas la version modifiée, pas le petit clip que ma sœur trouvait drôle. Tout. Le manteau, la véranda, la serrure, le mensonge contagieux. Ma mère a dit que les gens penseraient que j'étais pathétique de la montrer. J'ai dit, peut-être, mais ils sauraient exactement qui m'a appris à survivre à l'humiliation en silence. Je l'ai laissée assise là avec 2 cafés intacts entre nous. Cette nuit-là,
mon beau-père est venu à mon immeuble et a attendu sur le parking pendant près d'1 heure. J'ai regardé depuis ma fenêtre. Il n'est jamais entré. Il est juste resté assis dans son camion comme si l'intimidation était encore un langage que j'étais censé comprendre. J'ai enregistré le camion, la plaque, l'heure. Puis j'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Le matin, j'avais tout envoyé à l'avocat de Graham. L'avocat s'appelait Monsieur Alden Price, et il avait la voix calme d'un homme qui avait vu des familles devenir des monstres pour des biens immobiliers bien des fois auparavant. Il n'a pas semblé surpris quand je lui ai dit que ma mère remettait en question l'état mental de Graham. Il a dit que si Graham voulait protéger sa décision, la meilleure chose qu'elle puisse faire était de documenter clairement ses volontés pendant qu'elle était lucide, précise et représentée. Graham a accepté immédiatement. 2 jours plus tard, j'étais assise à côté d'elle dans une petite salle de conférence à la résidence assistée pendant que Monsieur Price installait une caméra. Graham portait un cardigan bleu et avait les cheveux attachés en arrière, comme elle les aimait pour l'église. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient clairs. La vidéo a duré près de 35 minutes. Elle a décliné son nom complet, la date, où elle se trouvait, et que personne ne l'avait forcée. Puis elle a expliqué pourquoi elle avait changé son testament. Elle n'a pas parlé en termes vagues. Elle a donné des détails. Elle a parlé de visite à notre maison quand j'étais petite et de m'avoir trouvé en train de plier le linge pendant que ma sœur ouvrait des cadeaux dans le salon. Elle a parlé d'envoyer de l'argent pour mon anniversaire qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'est jamais parvenu. Elle a parlé d'entendre mon beau-père m'appeler une bouche supplémentaire à nourrir. Elle a parlé de ma mère qui excusait tout parce qu'elle voulait garder son mariage paisible. Puis sa voix s'est brisée quand elle a parlé de Thanksgiving. Elle a dit qu'elle n'avait pas su que j'étais sur la véranda jusqu'à ce que la vidéo lui parvienne par un cousin qui pensait qu'elle l'avait déjà vue. Elle a dit que me voir assise dehors, derrière cette porte vitrée, était le moment où elle a cessé de se demander si elle était trop dure. Ses mots exacts furent qu'une famille qui peut manger un repas chaud pendant qu'une fille est enfermée dehors dans le froid a déjà fait son choix moral. J'ai pleuré quand elle a dit ça, mais doucement, parce que la vidéo ne portait pas sur mes larmes. Elle portait sur le fait qu'elle disait la vérité pendant qu'elle le pouvait encore. Ensuite, Monsieur Price a dit que la déclaration serait très difficile à contester. Graham a également signé des documents me nommant comme son mandataire en matière de soins de santé et limitant les informations médicales que ma mère et mon beau-père pouvaient consulter sans sa permission. Cette partie a compté plus que je ne l'avais prévu. Dans les 48 heures, ma mère avait déjà appelé l'établissement pour s'enquérir des horaires de médication, des évaluations cognitives et de ce qui serait nécessaire pour demander la tutelle. L'administratrice ne lui a rien donné, mais elle m'a appelé. Quand ma mère a découvert que Graham l'avait bloqué de l'accès aux décisions médicales privées, elle s'est présentée à mon lieu de travail. Je l'ai vue près de ma voiture après mon service, debout dans le froid comme si elle avait répété un discours tout le long du trajet. Elle a dit que j'avais retourné sa mère contre elle. J'ai dit non, elle l'avait fait elle-même. Elle a dit que j'isolais une femme âgée pour de l'argent. J'ai dit que protéger quelqu'un des personnes qui essaient d'utiliser ses dossiers de santé n'était pas de l'isolement. Elle s'est mise à pleurer alors, mais ses larmes ne m'ont pas attendri comme avant. J'avais vu trop de larmes qui n'apparaissaient que lorsque les conséquences arrivaient. Quelques jours plus tard, mon beau-père a organisé une réunion de famille à la maison. Le message disait qu'il devait discuter des soins de Graham et de l'avenir de la famille. Je n'étais pas invité. Cela m'aurait dérangé autrefois. Cette fois, cela a rendu les choses plus faciles. J'ai appelé tante Teresa, la sœur aînée de ma mère, l'une des rares parentes à m'avoir jamais traité comme une vraie personne. Je lui ai dit que je savais pour la réunion. Je lui ai dit que j'avais quelque chose que les gens devaient voir avant de décider que j'étais la méchante. Elle a demandé si je parlais de la vidéo de la véranda. J'ai dit oui. Mais pas seulement ça. Je lui ai envoyé le clip complet, les captures d'écran de ma sœur se moquant de moi, les messages de mon beau-père disant que la maison était pratiquement à lui, et un message vocal de ma mère disant que Graham était confus et devait être géré. Je n'ai pas demandé à tante Teresa de me défendre. Je lui ai demandé de laisser les preuves parler. Ce dimanche-là, je suis resté à la maison et j'ai nettoyé ma cuisine parce que j'avais besoin de quelque chose à faire de mes mains. À 4h32, mon téléphone a vibré. Puis encore, et encore. Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont commencé à m'envoyer des textos. L'un a dit, je n'avais aucune idée. Un autre a dit, je suis désolé d'avoir ri.
Puis tante Teresa a appelé. Elle a dit que mon beau-père s'était tenu dans le salon en disant à tout le monde que j'avais manipulé une femme malade pour une maison. Elle l'a laissé parler. Puis elle a connecté son téléphone à la télévision et a diffusé la vidéo. La pièce est devenue silencieuse quand ils m'ont vu dehors. C'est devenu pire quand ils ont entendu ma sœur rire. C'est devenu encore pire quand tante Teresa leur a dit que ma mère avait dit que j'étais contagieuse pour que personne ne vienne prendre de mes nouvelles. Mon beau-père a essayé de dire que c'était une blague. Personne n'a ri. Ma mère a dit que les gens comprenaient mal le contexte. Tante Teresa a demandé quel contexte rendait acceptable d'enfermer sa fille dehors à Thanksgiving. Selon mon cousin, c'est à ce moment-là que la moitié de la pièce a commencé à partir. Pas de façon dramatique, pas en criant, juste des manteaux enfilés, des clés sorties, des visages dégoûtés. Ma sœur m'a envoyé un texto avant même la fin de la réunion. Elle a dit que j'avais tout gâché. J'ai regardé le message pendant longtemps parce que c'était presque drôle. Elle avait enregistré la cruauté. Elle l'avait légendé. Elle l'avait partagé. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais tout gâché en laissant les gens comprendre ce qu'ils regardaient. Cette nuit-là, mon téléphone s'est rempli d'appels en colère de leur part à tous les trois et d'excuses silencieuses de tous les autres. Je n'ai pas répondu aux appels en colère. J'ai écouté les excuses une fois, puis je les ai sauvegardées aussi. Non pas parce que j'avais besoin de sympathie, mais parce que pour la première fois, l'histoire que ma famille avait construite autour de moi se fissurait en public. Ils avaient passé toute ma vie à me traiter de problème. Une seule vidéo a montré à tout le monde qui avait créé le problème depuis le début. Graham a décliné plus vite après ça. Je ne sais pas si c'était la chute, le stress, ou simplement son corps qui décidait qu'il avait porté assez d'années, mais le changement était visible. Certains jours, elle était vive et voulait des nouvelles de tout. D'autres jours, elle dérivait, posant la même question 2 fois ou m'appelant par le nom de ma mère pendant quelques secondes avant de se corriger. Je lui rendais visite aussi souvent que je le pouvais. J'apportais du café même quand elle ne prenait que 2 gorgées. Je lui lisais son courrier. Je lui massais les mains avec de la lotion. Parfois, nous parlions de la maison. Parfois non. Un après-midi, elle m'a dit qu'elle ne me donnait pas la maison pour que je passe le reste de ma vie en colère à l'intérieur. Elle a dit, « Promets-moi que tu la rendras paisible. » J'ai promis. Pendant ce temps, mon beau-père a tenté une dernière manœuvre juridique. Son avocat a envoyé une lettre prétendant qu'on lui devait plus de 60 000 $ pour les réparations et améliorations effectuées sur 15 ans. Monsieur Price a répondu avec des documents montrant qu'il avait vécu dans la propriété sans payer de loyer pendant tout ce temps, n'avait jamais eu d'autorisation écrite pour des rénovations majeures et qu'on ne lui avait jamais promis la propriété. Il a également inclus la déclaration vidéo de Graham où elle disait clairement que la maison était à elle, que le choix était le sien, et que personne n'avait le droit de traiter sa propriété comme une récompense pour avoir attendu sa fin. Après cela, les menaces juridiques se sont faites plus discrètes. Pas disparues, mais plus discrètes. Les gens comme lui n'arrêtent pas de croire qu'ils méritent des choses. Ils arrêtent juste de le dire quand les preuves les rendent ridicules. Ma mère est venue à l'établissement 2 fois après que Graham a changé les papiers. La première fois, le personnel ne l'a pas laissée visiter seule. Elle s'est assise dans l'espace commun avec son sac sur les genoux, me regardant à travers l'embrasure de la porte pendant que j'aidais Graham à boire de l'eau. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, mais je n'ai pas confondu cela avec de l'innocence. La deuxième fois, elle m'a attrapé dans le couloir et a dit qu'elle perdait sa mère et sa fille en même temps. Je lui ai dit qu'elle m'avait perdu il y a des années. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle avait essayé de maintenir la famille unie. Je lui ai demandé si m'enfermer dehors était une façon de maintenir la famille unie. Elle a fermé les yeux comme si la question lui faisait mal. Puis elle a dit, « Thanksgiving a dérapé. » C'était ses excuses. Pas « j'ai eu tort. » Pas « tu méritais mieux. » Juste une autre couverture douce jetée sur quelque chose de laid. Je lui ai dit que la honte n'était pas la même chose que la responsabilité. Elle a demandé ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. J'ai dit rien. C'était la vérité. Il y a des moments dans une relation où la réparation est possible. Et il y a des moments où la seule chose honnête qui reste est la distance. Graham est décédé un jeudi matin. J'étais là. Elle s'est réveillée vers la fin, m'a regardé droit dans les yeux et a dit mon nom clairement. Puis elle a dit, « Sois heureuse dans cette maison. » Ce furent les derniers mots qu'elle m'a dit.
Les funérailles ont eu lieu 5 jours plus tard. Ma mère et mon beau-père étaient assis près du premier rang comme si le deuil pouvait effacer la cupidité si assez de gens le voyaient. Ma sœur portait du noir et a posté une photo filtrée d'une bougie avant même le début du service. Je me suis assise avec tante Teresa et oncle Marc. Personne du côté de Graham n'a beaucoup parlé à ma mère. Le silence peut être cruel, mais ce jour-là, il ressemblait à un jugement. À la réception, mon beau-père m'a finalement acculé près de la table de nourriture. Il sentait le whisky et la colère. Il a dit que j'avais peut-être trompé une vieille femme mourante et la moitié de la famille, mais il savait ce que j'étais vraiment. Il a dit que j'étais une sangsue qui avait attendu que Graham meure pour pouvoir voler une maison aux gens qui l'avaient mérité. Pour une fois, je n'ai pas reculé. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé dire que la maison avait été à lui de toutes les manières qui comptaient. Je l'ai laissé dire que je me souviendrais de lui chaque fois que je franchirais la porte d'entrée. Puis j'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai souri. Oncle Marc, tante Teresa et 2 cousins se tenaient assez près pour entendre chaque mot. Mon beau-père s'est retourné et les a vus. Son visage a changé. C'était le son d'une autre serrure qui cliquait, sauf que cette fois, c'était lui qui était piégé derrière. La succession n'a pas été instantanée, mais elle a été plus simple qu'il ne l'espérait. La vidéo a aidé. Les documents ont aidé. Leur propre comportement a aidé plus que tout. Le testament a été approuvé. La maison m'a été transférée. Et Monsieur Price a envoyé un avis formel donnant à ma mère et à mon beau-père 6 mois pour déménager. Ma mère a envoyé un long message demandant plus de temps, plus de compassion, plus de compréhension. Elle a dit que les loyers étaient chers, que le marché était terrible, et qu'il n'avait nulle part où aller de convenable. Je l'ai lu une fois, puis je me suis souvenu d'avoir reçu une assiette et d'avoir été envoyé dehors par 37 degrés. Je lui ai dit que la date ne changerait pas. Ils ont déménagé 4 jours avant la date limite. Je ne suis pas entré avant le dernier matin, quand je suis arrivé avec un serrurier. La maison sentait la poussière et la vieille colère. Ils avaient pris quelques petites installations, laissé des sacs poubelles dans le garage, et rayé le sol en traînant les meubles. C'était mesquin, mais pas surprenant. J'ai utilisé les économies de Graham pour réparer ce qui devait l'être. J'ai peint la buanderie en premier, non pas parce que quelqu'un la verrait, mais parce qu'une partie de moi avait besoin que cette pièce cesse de ressembler à un endroit où un enfant avait appris à se taire. Puis j'ai emménagé dans la chambre principale. Le premier soir, je me suis assise à la table de la salle à manger avec des nouilles à emporter parce que j'étais trop fatigué pour cuisiner. Et j'ai ri en réalisant que j'étais assise sur la chaise que je n'avais jamais eu le droit d'utiliser enfant. 1 mois plus tard, j'ai organisé un petit dîner. Tante Teresa est venue. Oncle Marc est venu. Quelques cousins sont venus, dont un qui s'est à nouveau excusé de ne pas avoir parlé plus tôt. Nous avons mangé à table. Tout le monde avait une chaise. Personne n'a eu à mériter sa place. Ma sœur a perdu l'image parfaite qu'elle aimait tant. Elle a supprimé la vidéo, puis a verrouillé son Instagram après que des parents ont commencé à ne plus la suivre et à lui demander pourquoi elle pensait que la cruauté était du contenu. Ma mère et mon beau-père ont loué un petit appartement de 2 chambres à 30 minutes de là. Je l'ai appris par quelqu'un d'autre, pas par eux. Ma mère envoie encore des messages parfois. Certains sont presque des excuses. La plupart sont des rappels qu'elle se voit comme la personne qui a le plus souffert. Je ne réponds pas. Non pas parce que je la déteste tous les jours. La haine demande de l'énergie et j'essaie de dépenser la mienne différemment maintenant. Je m'assois sur la véranda arrière la plupart des matins avec un café. La même véranda où ils m'ont enfermé dehors. Les premières fois, je pensais que cela ferait plus mal que ça ne l'a fait. Mais les lieux ne sont pas maudits par ce qui s'y est passé. Parfois, ils peuvent être reconquis par ce que vous choisissez de faire ensuite. Graham m'a laissé une maison, mais ce n'était pas le véritable héritage. Le véritable héritage était la preuve que quelqu'un m'avait vu clairement. La leçon que je retiens maintenant est simple. La famille ne signifie pas que vous avez des chances illimitées de blesser quelqu'un tout en exigeant toujours la loyauté. Le silence n'est pas la paix quand il protège la cruauté. Et la vengeance n'a pas toujours besoin d'être bruyante, désordonnée ou cruelle. Parfois, la vengeance la plus forte est de dire la vérité, de garder les preuves, d'accepter l'aide que vous méritez, et de construire une vie où les personnes qui vous ont enfermé dehors ne décident plus de votre place. Je n'ai pas gagné parce qu'ils ont perdu la maison.
J'ai gagné parce que j'ai arrêté de supplier pour avoir une place à une table qui ne m'était jamais destinée. Maintenant, j'ai ma propre table, ma propre clé, ma propre lumière du matin, et une maison où